C'est parce qu'il y a deux facettes à cette situation, la panique est omniprésente. Les gens sont dans une situation désespérée car l'approvisionnement en munitions pour l'armée qui les protège a été interrompu. Les explosifs et le carburant destinés à la Crimée sont bloqués dans des gares sur le continent russe. Les habitants regardent avec inquiétude car la prochaine alarme pourrait complètement fermer le pont de Kerch. Les résidents russes et l'armée russe en Crimée en sont conscients. Alors est-il nécessaire de détruire un pont pour le rendre inutilisable? Pas nécessairement. L'incapacité des trains russes à rejoindre la Crimée, en toute sécurité, l'interdiction des cargaisons dangereuses, la fermeture des voies pendant quelques minutes à chaque alarme et une seule explosion sous-marine qui immobilise les ingénieurs à leur bureau pendant des mois, tout cela explique comment l'Ukraine a paralysé le pont de Kerch en seulement 3 frappes. Selon Vassil Malyuk, chef du service de sécurité ukrainien SBU, le pont de Kerch fonctionne actuellement à capacité limitée. En particulier, les véhicules pesant plus de 5 tonnes ne sont pas autorisés à le traverser. En d'autres termes, le pont est inutilisable pour la logistique militaire. Cependant, pour mieux comprendre ce point de rupture, il faut remonter le fil des événements. L'Ukraine a mené 3 opérations d'attaque réussies contre le pont de Crimée entre 2022 et 2025. En octobre 2022, une première explosion majeure a détruit une partie du tablier routier. Des camions-citernes sur le bord de la route ont pris feu. La circulation a été partiellement rétablie peu de temps après, mais le pont est entré pour la première fois dans un régime opérationnel prudent qui a duré plusieurs mois. La deuxième frappe a eu lieu en juillet 2023. L'attaque a été menée depuis la mer par la 13e direction principale du contre-espionnage militaire du SBU. Environ 200 drones maritimes de surface ont été utilisés dans cette opération. Des sections de la chaussée ont de nouveau été endommagées et les réparations ont pris des mois. Une fois totalement rouvert, les annonces étaient toujours assorties de réserves limites de vitesse, restrictions de poids et circulation par phase. Puis le 15 août 2025, une attaque sous-marine a ciblé la structure de soutien du pont. 2 explosions équivalent chacune à 100 tonnes de TNT ont eu lieu. La confirmation de la méthode sous-marine a signalé une adaptation technique par rapport aux drones de surface précédents. Des sources ouvertes ont montré que de nouvelles voies d'approche avaient été trouvées malgré les barrières flottantes bloquant les angles d'accès au pont. Cela indique non pas une continuité, mais une incertitude dans les attaques qui s'est désormais infiltrée dans le plan de défense. Alors que le SBU revendiquait la responsabilité de l'attaque, le pont a été fermé et rouvert à plusieurs reprises ce jour-là. Le lendemain, les restrictions de circulation ont été encore renforcées. Ces 3 frappes ont consolidé une réalité fragile plutôt que de provoquer une destruction. Même lorsqu'on dit que le pont est ouvert, des questions sur comment et dans quelle mesure ont commencé à jeter une ombre sur chaque convoi. Réparer le pont est facile, mais qui garantira le risque pour ce pont? Même si le pont semble techniquement opérationnel, un autre facteur invisible entre en jeu sur le terrain, la fiabilité. La véritable force d'une artère logistique ne peut se réduire à la simple question de savoir si elle est praticable ou non. Le trio formé par un passage prévisible, une prime de risque acceptable et la capacité des routes alternatives détermine l'impact global. C'est pourquoi l'évaluation des services de renseignement britanniques de la défense fin 2023 était si sévère. Le pont était devenu un fardeau sécuritaire pour Moscou. Les éléments de défense reliant l'air, la terre et la mer mobilisaient du personnel et de la puissance de feu nécessaires sur d'autres fronts via le détroit de Kerch. Des mesures dans le secteur civil ont également souligné cette évaluation. Le transfert progressif du trafic de camions lourds et de carburant vers les ferries a révélé la fragilité derrière le discours officiel. Le mot ouvert est-il toujours fiable dans le langage militaire, sur le terrain jour après jour, voire heure après heure? Les fermetures dues aux alarmes sont devenues la nouvelle norme. Les fermetures de quelques heures affectaient davantage les nerfs des conducteurs que le béton du pont. Quand un pont ferme 2 fois de suite, le commandant de convoi change son plan, pas son horaire. À ce stade, le langage de l'ingénierie entre en jeu. Chaque impact affectant la structure porteuse déclenche une réévaluation des calculs statiques et de fatigue. Cela signifie des inspections supplémentaires pour les chargements lourds et dangereux des limites de vitesse réduites et de nouveaux contrôles après chaque secousse. Il n'y a pas de destruction, mais une incertitude qui érode la marge de sécurité. En d'autres termes, ce n'est pas une partie du pont qui est endommagée, mais sa fonctionnalité. Un train militaire traverserait-il ce pont sans la signature d'un ingénieur?
Au printemps 2024, le tableau était clair. En raison des restrictions sur les cargaisons dangereuses, plus de 2000 wagons-citernes étaient bloqués sur le chemin de fer du Caucase du Nord pendant des semaines. La solution a été d'augmenter les expéditions par ferry et par tankers. Le message était clair, l'ère où tout passait par le pont était révolue. Le chef du SBU, Vassil Maliuk, a déclaré en mars 2024 que le pont n'était plus utilisé pour transporter des munitions, le nombre de trains quotidiens ayant chuté à 4 ou 5 transportant principalement des passagers. Au cours de la même période, la communauté Osint-Mofar a rapporté n'avoir observé aucun train de marchandises transportant du matériel militaire dans les images satellites. Bien que certaines de ces affirmations aient été qualifiées de propagande par les médias opposés, le comportement sur le terrain parlait de lui-même. Alors d'où vient l'approvisionnement logistique de la Russie? La réponse devient claire en suivant la carte le long de la bande côtière sud. Les lignes s'étendant de Taganrog à Mariupol et de Berdyansk à Melitopol ont été rapidement mises en service tout au long de 2024-2025. Dans certaines zones, une reconstruction complète a été réalisée, tandis que dans d'autres, des améliorations ont été apportées. Cependant, ces routes alternatives plus proches et plus exposées au feu ukrainien impliquent que chaque gain est contrebalancé par un autre risque. La stratégie de réduction de la dépendance au pont de Kerch semble intelligente sur le papier, mais en pratique, elle s'accompagne d'une prime d'assurance élevée. Autour du détroit, les barges, les barrières flottantes, les dispositifs de fumée et les lignes de patrouille rapprochées ont été renforcés pour contrer les menaces de surface et sous-marine. Les attaques sont reprises. Ces défenses rendant l'approche plus difficile, mais elles n'éliminent pas le risque. L'effet principal est d'augmenter le nombre de gardes à l'entrée et de ralentir chaque passage. Quand on regarde le côté économique de la carte, le mot «fermeture» signifie en réalité «perte». Lorsqu'un convoi attend à Kerch, la ligne ferroviaire alternative n'est pas seulement une ligne sur une carte, mais une courbe de coûts carburant, rotation, pièces de rechange, camouflage, escorte, fatigue. Chaque heure passée à attendre au quai pour le transfert de carburant vers des ferries et des tankers se traduit par des retards ailleurs dans la guerre. Les voies qui s'ouvrent et se ferment à chaque alarme créent une artère qui semble exister et ne pas exister à la fois. À ce stade, la stratégie se résume à une question: est-il moins coûteux de maintenir le pont ouvert ou de construire une nouvelle infrastructure logistique sans considérer les coûts? Pendant un instant, mettons-nous sur le pont béton-acier-câble. Mais la guerre ne concerne pas le matériel, elle concerne le système. Lorsqu'une explosion sous-marine soulève des doutes sur l'intégrité structurelle des paramètres comme les matières dangereuses, la vitesse et la pression par essieu sont recalibrées côté ferroviaire. Sur la route, les camions lourds et les citernes de carburant sont soit limités à des créneaux horaires spécifiques, soit entièrement redirigés vers la mer. Un pont qui semble ouvert sur le papier est relégué à un statut variable à haut risque dans les logiciels de planification. Cela ne signifie pas que vous avez perdu le pont. Cela signifie que vous avez perdu une capacité prévisible. Les munitions sont-elles transportées selon un horaire ou selon des tactiques? C'est précisément là que la rhétorique politique est en retard. Les communiqués officiels annoncent rapidement que la circulation a été rouverte, tandis que les files d'attente de kilomètres sous la chaleur estivale sont qualifiés de simples retards. Dans le langage du commandant sur le terrain, le tableau est clair, renvoyait les cargaisons dangereuses vers les ferries, détourner les trains militaires vers le corridor terrestre sud et s'arrêter et repartir à chaque alarme. C'est ce que les Britanniques appellent le fardeau sécuritaire. Les batteries, les radars et les équipages déployés pour maintenir un pont ouvert signifient une défense réduite à un autre point critique. Chaque bouton qui s'allume dans la tour de contrôle signifie qu'un autre s'éteint sur un autre front. Combien de batteries sont nécessaires pour protéger un pont? Considérons les 6 premières heures d'une crise. Quand l'alarme de menace élevée retentit au-dessus du détroit, le trafic des véhicules lourds et des cargaisons dangereuses s'arrête immédiatement. Les passagers et les véhicules légers se déplacent par intermittence à un rythme lent. Les réserves d'urgence des dépôts internes de Crimée sont activées. Les terminaux de ferry deviennent congestionnés et l'horaire des tankers est élargi. Dans les heures suivantes, le corridor terrestre sud augmente son rôle de substitut, mais ces routes impliquent également plus de surveillance, plus d'escorte et plus de trafic en stop-and-go. À la marque des 24 heures, le flux de munitions et de carburant vers les lignes de front devient imprévisible.
Le tempo tactique ralentit et l'intensité du feu passe de plans horaires à des plans quotidiens. Ce scénario ne se joue pas une seule fois, mais se répète à chaque alarme. Une voix d'objection s'élèvera, mais le pont est toujours là. Les véhicules passent, ne le voyez-vous pas? Oui, le pont est toujours là sur la photo. Oui, le trafic civil continue la plupart des jours. Mais le problème n'est pas de savoir combien de véhicules sont passés, mais quel type de cargaison, à quelle vitesse et avec quelle marge de sécurité. Les restrictions sur les cargaisons dangereuses comme le carburant et les munitions, la réduction des trains militaires, la priorité donnée au trafic axé sur les passagers, chacune de ces mesures peut sembler mineure individuellement, mais ensemble, elles dessinent un tableau plus large. Une perte fonctionnelle s'est produite sans destruction. Ce n'est pas une stratégie de frapper et oublier, c'est une stratégie de frapper et ralentir. Revenons à la psychologie sur le terrain. Le pont de Kerch était présenté comme l'un des projets symboliques personnels de Poutine. Par conséquent, chaque alarme n'est pas seulement une perturbation d'une route, mais aussi d'un récit. Le récit de légitimité construit autour de la connexion entre la Crimée et le continent russe trébuche à chaque revers logistique. Mais Moscou prend des contre-mesures, élargissement du corridor terrestre sud-superposition de défense aérienne et maritime, autour de Kerch, augmentation des barges et des barrières flottantes, activation plus fréquente des écrans de fumée et gestion du régime de passage de manière à esquiver et éviter. Chacune de ces mesures transforme le pont d'une structure statique en un projet de sécurité dynamique. Et c'est précisément là que le budget, la planification et le temps commencent à être consommés. Lorsqu'on examine les résultats opérationnels, le tableau devient plus clair. À mesure que la densité d'artillerie et de drones augmente sur le front sud, le déplacement de l'épine dorsale ferroviaire de la Crimée vers la bande côtière modifie la géométrie du réapprovisionnement. Cela raccourcit les distances à certains endroits tout en augmentant l'exposition aux menaces de feu à d'autres. Chaque perturbation dans la synchronisation entre les transferts ferroviaires et les opérations de ferries tankers signifie que les plans de tir à haut volume sont repoussés dans certaines sections du front. Lorsque le rythme horaire de l'approvisionnement passe à un rythme quotidien, le bruit des tirs d'artillerie s'affaiblit. C'est pourquoi des titres comme « Le pont n'a pas été détruit mais il a été perdu à des fins militaires » ne sont pas isolés. Alors que certaines publications indépendantes et d'opposition l'affirment explicitement, la couverture des événements actuels par les agences de presse grand public dresse également un tableau similaire du résultat réel. Un autre détail critique est l'état d'esprit des décideurs. Le pont routier est constamment sous les yeux du public dans le cadre de la vie quotidienne. Un jour, il y a une fermeture partielle, le lendemain des files d'attente, le surlendemain des vidéos. Le public ne voit pas la différence entre le pont fonctionne et le pont est sûr. Pendant ce temps, le planificateur logistique augmente le facteur de risque après chaque cycle d'alarme. Même si l'ingénieur parle de passage contrôlé, le soldat exige de la prévisibilité. Ce n'est pas la goutte qui fait déborder le seau, c'est le rythme des gouttes. Et une artère au rythme perturbé est considérée comme virtuellement fermée en temps de guerre. Zoomons maintenant. Le destin de Kerch est lié au tableau plus large de l'approvisionnement des routes de la mer Noire et de la mer d'Azov. Alors que la ligne ferroviaire descendant de Rostov vers la bande côtière sud assume le rôle d'une nouvelle épine dorsale, le budget alloué aux réparations et à la sécurité augmente. Les ponts de secours, les pontons temporaires, les routes de ferry supplémentaires, chacun est techniquement réalisable, mais stratégiquement coûteux. Car chaque rouble investi dans une région manque dans une autre. Chaque fortification que Moscou construit en vivant avec la réalité que le pont est une cible à tout moment signifie une évacuation de terrain pour un autre front. C'est pourquoi le diagnostic du ministère britannique de la Défense concernant le fardeau sécuritaire n'est pas seulement une phrase, mais une ligne de bilan. Bien sûr, il existe un contre-récit. Les agences officielles diffusent rapidement les phrases « ouvert »,« fermé »,« rouvert ». Les conducteurs attendants dans la chaleur estivale deviennent la représentation visuelle du message « La vie civile continue ». Cependant, les pages se ferment différemment dans le carnet du soldat. Quand les trains militaires se raréfinent, que les classes de cargaison dangereuses sont redirigées vers les ferries et que les voies sont fermées à chaque alarme, un planificateur écrit « Nous ne présumerons pas que le pont est praticable. Au lieu de nous traverserons le pont ». La signification actuelle du pont de Crimée réside précisément dans cette dualité, un symbole pour la politique, une variable pour la logistique.
Et sur les lignes de front, une variable signifie un risque. Il n'y a peut-être pas de réponse unique à la question « Que va-t-il se passer maintenant ?» Mais certains faits sont devenus très clairs. Le pont de Kerch est toujours debout, mais sa fonction a changé. Cette structure massive au-dessus du détroit de Kerch est techniquement toujours en usage, mais sa fiabilité est sérieusement remise en question. Après les attaques majeures de 2022 et 2023, les menaces aériennes, les attaques de drones et de drones maritimes contre le pont sont devenues une nouvelle normalité permanente. Aujourd'hui, le pont est fermé aux véhicules pesant plus de 5 tonnes et le passage des convois militaires est à la fois risqué et lent. Cela en fait une artère stratégique, mais désormais à haut risque aux yeux de la Russie. En d'autres termes, Kerch est debout, mais logistiquement paralysé. Le corridor terrestre sud, alternative ou nouveau risque. La Russie recentre son attention sur la route terrestre sud pour réduire sa dépendance à Kerch. Cependant, cette route se trouve dans la portée des armes à longue portée de l'Ukraine, y compris HIMARS, SDBASM et ATACMS. Bien que certaines sections du corridor sud soient plus proches des lignes de front, réduisant la distance logistique, le risque de traverser sous le feu augmente. Ainsi, l'alternative que Moscou considère comme une solution s'accompagne de nouvelles vulnérabilités. La route maritime s'élargit, mais elle est dépendante des conditions météorologiques et des menaces de drones. Les restrictions sur le pont ont imposé un nouveau fardeau sur le trafic des ferries et des tankers. Les opérations de transport militaro-civil utilisant des plateformes flottantes à travers la mer Noire et la mer d'Azov augmentent de jour en jour. Cependant, ces routes sont à la fois dépendantes des conditions météorologiques et vulnérables aux attaques de drones. En particulier, les récentes attaques de l'Ukraine sur les ports, les quais et les navires en mouvement, à l'aide de drones maritimes, testent les capacités de sécurité maritime de la Russie. Même un ralentissement de tous les transports pendant une semaine de tempête affecte directement les rotations de troupes et le réapprovisionnement en munitions. Les ingénieurs et les commandants reviennent sur le devant de la scène à chaque alarme. À chaque attaque sur le pont de Kerch, ce ne sont pas seulement les menaces de missiles et de drones qui entrent en jeu. L'évaluation des dommages en urgence par les ingénieurs, les protocoles de détournement du trafic par les experts en sécurité et les algorithmes de décision au niveau du commandement sont également réactivés. Les camions attendant sur le terrain, les bus ralentissant et les véhicules revenant nerveusement sur la route de contournement ne sont pas seulement une épreuve civile, mais un indicateur stratégique. Chaque retard sur les lignes de front est une fenêtre d'opportunité pour l'ennemi. Lorsqu'une batterie d'artillerie reçoit ses munitions, avec 2 heures de retard, une attaque est repoussée d'un jour. Une défense sur le point de s'effondrer est consolidée. C'est pourquoi Kerch n'est pas seulement un pont aujourd'hui. C'est une machine à remonter le temps. Celui qui utilise le temps plus efficacement est plus précieux que le béton. Merci d'avoir regardé. Aime, regardé. Aime, regardé.